Bonjour, nous sommes Sandrine et Silver du blog voyagerosetats-unis.com. Après près de 30 ans passés sur les routes américaines avec nos 4 enfants et près de 15 ans à accompagner des voyageurs dans la préparation de leur périple aux USA, nous voici à partager avec vous notre expérience et surtout notre passion des États-Unis. Alors c'est parti, laissez-nous vous faire voyager aux États-Unis. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Voyager aux États-Unis, le podcast. Bonjour. Alors aujourd'hui, Silver, j'ai choisi de faire deviner à nos auditeurs le sujet de notre podcast à travers un petit quiz. Bon, il est vrai qu'il y a de fortes chances que vous ayez déjà pris connaissance du sujet de cet épisode en le cherchant. Mais bon, je suis d'humeur joyeuse aujourd'hui. Attention, je commence. Ce lieu a vu naître les Fortune Cookies. Du coup, ceux qui ont acheté et lu notre livre Le Dictionnaire insolite des États-Unis reconnaîtront tout de suite la destination. C'est une destination qui a un capital sympathie très élevé auprès des Français. Et elle fait très souvent partie des étapes souhaitées par les touristes français. Mais nouvel indice, ce n'est pas une destination prisée par les ados. Autre indice, c'est une ville, et oui, c'est une ville qui a une identité architecturale bien affirmée. Et enfin, nous la connaissons tous à travers des séries américaines telles que La Fête à la maison, avec Danny, Joey, Jessie, Rebecca, DJ, Stéphanie et Michel. Michel, interprété par Silver ? Les sœurs Olsen, Mariquette et Ashley. Voilà, je pense que désormais vous avez trouvé, je veux parler de San Francisco. Le suspense était total étant donné que le nom était dans le titre du podcast. Oui, mais ça fait pas de mal un petit quiz. Bon Silver, il y a quelques jours, tu revenais de San Francisco. Tu es prêt à t'y replonger ? Sans problème. Allez, c'est parti. Alors du coup, effectivement, on va parler de San Francisco, qui est une ville agréable, qui est une ville facile à visiter, puisque c'est une ville qui se visite comme les grandes villes européennes, en fait, comme si on visite Rome, Milan ou Londres. On va se poser en centre-ville et on va visiter la ville à pied. Donc c'est une ville qui n'est pas difficile d'accès comme peuvent l'être d'autres villes comme Los Angeles, qui sont des villes très américaines, très étendues, etc. Donc on n'a pas ce problème-là. Et c'est une ville effectivement qui a différents quartiers. C'est une ville avec différents quartiers, et c'est une ville qui représente un certain mythe, c'est-à-dire que beaucoup de gens rêvent d'aller à San Francisco, et il y a plein de raisons à ça. Il y a plein d'éléments du mythe, des éléments visuels, le Golden Gate Bridge, le pont rouge là qui traverse le détroit, la ville en elle-même, son architecture. La Maison Bleue. Exactement, des chansons, une époque, les hippies. Donc il y a beaucoup d'éléments qui appellent les gens de plein de générations différentes vers San Francisco. On va peut-être faire justement un petit point sur l'histoire quand même de San Francisco. Alors effectivement, du coup, l'histoire de San Francisco, on va dire que... alors évidemment, comme toujours aux États-Unis, on peut commencer par dire qu'il y a une histoire plurimillénaire d'une présence amérindienne de longue date. N'oublions pas. Mais si on s'en tient à la découverte européenne et par les colons européens, on va dire que le premier moment où la région de San Francisco, puisque San Francisco elle-même apparaît sur une carte, c'est lorsque Sir Francis Drake, qui est un navigateur, un explorateur anglais, qui en 1577, on est 80 ans après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, on est 50 ans après le tour du monde à la voile de Magellan. Du coup, Francis Drake, pour l'Angleterre, il va se lancer dans ce même projet d'un tour du monde. Et lorsqu'il sera en train de remonter la côte ouest des Amériques, il va passer devant l'actuel San Francisco. Il va même s'arrêter un tout petit peu au nord de San Francisco, dans une baie qui porte aujourd'hui son nom. Et c'est le premier moment où cette région, qui n'avait totalement inexplorée par les Européens, est pointée sur la carte. Mais la vraie présence européenne coloniale, elle démarre avec les Espagnols en 1776. Donc c'est assez marrant parce que c'est pile poil l'année où sur la côte Est, les colonies se rebellent contre l'Angleterre et se lancent dans la Révolution. Eh bien, c'est juste la première fois que des Espagnols vont monter aussi au nord depuis le Mexique et la Basse-Californie. Ils vont monter au nord dans cette partie de Californie beaucoup plus au nord. Et donc il y a une mission militaire qui va monter jusqu'à l'emplacement actuel de San Francisco. Et en 1676, ils vont fonder tout d'abord un petit fort militaire qui est le Presidio de San Francisco. Il existe toujours, pas sous la même forme, mais il y a un parc, le parc du Presidio, qui est juste à la sortie du Golden Gate. Et quelques semaines plus tard, l'Église va fonder une mission
la Mission Dolores, qui est aussi appelée Mission San Francisco de Assis, donc mission Saint-François d'Assise, qui donnera plus tard son nom à la ville, mais pas encore à l'époque. Et là, on a une présence coloniale organisée de l'Espagne. Cette présence, elle va un peu péricliter parce que c'en est quand même très très au nord et l'Espagne a beaucoup de difficultés à maintenir cette présence forte. Et quand l'Espagne, la région de la Californie va basculer de l'Espagne au Mexique, donc avec l'indépendance des colonies espagnoles, eh bien, la région va être progressivement abandonnée par le pouvoir central et elle va se peupler plutôt de colons nord-américains qui vont venir dans cette région-là et dans un petit village qui est à côté de la mission Saint-François d'Assise qui s'appelle Yerba Buena et qui est le début de San Francisco. Et pas très longtemps après, en fait, les Américains vont vraiment arriver en force et militairement, ils vont prendre de force, alors sans aucun combat, sans aucune difficulté, le lieu. Tout le monde était bien content d'avoir une force, une présence qui allait s'affirmer. Et ils vont développer San Francisco comme un port qui va gagner en importance au fil des années, et notamment à partir d'un événement clé qui va être le début de le grand essor de la Californie, qui est en 1849, la découverte dans les collines au bord de la Sierra Nevada de présence d'or. Et donc on a la grande ruée vers l'or de 1849 où tout le monde va se précipiter vers la Sierra Nevada, et la porte d'entrée de tout ça, c'est San Francisco. Et donc le port de San Francisco va devenir un point d'ancrage très très important. Donc à partir de là, essor de la ville, qui d'ailleurs à ce moment-là a déjà pris le nom de San Francisco. Et n'est plus le village de Yerba Buena. Et cet essor va se développer. C'est à la même époque qu'arrive une population immigrée chinoise importante, donc développement du Chinatown. La ville va se développer jusqu'à un petit coup d'arrêt temporaire en 1906. Lors du tremblement de terre qui va causer un tremblement de terre assez violent, mais c'est pas tant le tremblement de terre en lui-même qui va poser problème, c'est les incendies qui vont suivre le tremblement de terre vont être très dévastateurs. Très dévastateurs, parce qu'on sera incapable de les arrêter pour une raison simple, c'est que toutes les canalisations de la ville ont cédé à cause du tremblement de terre, donc il n'y a plus d'eau et donc il n'y a plus moyen d'arrêter l'incendie, et les 3/4 de la ville va être complètement ravagée. En tout cas, tout le centre est ravagé, tout Chinatown, tout le quartier de Union Square, etc. Du coup, la ville va être entièrement reconstruite. Donc en gros, l'essentiel de ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est la ville reconstruite à partir de 1906. Il y a quelques bâtiments qui datent d'avant, mais beaucoup des bâtiments datent de cette époque-là. Et il va y avoir une continuation de l'essor de San Francisco jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on va dire, où la ville joue aussi son rôle comme une porte sur le front ouest et du Pacifique. Donc un port assez important également. Et c'est après la Seconde Guerre mondiale qu'il va y avoir une dégradation progressive de la santé économique de la ville en elle-même. À partir des années 50-60, c'est vraiment plus du tout la même ville. On va tenter une modernisation dans les années 70, dans les années entre 50 et 70, mais qui va être très très mal gérée. La ville n'est pas très très jolie. C'est en même temps la période hippie. Voilà, et il va falloir attendre la fin des années 90, début des années 2000, l'impact de la Silicon Valley qui va naître à la fin des années 70 et début des années 80, et qui va redonner, donc qui ne naît pas à San Francisco, mais un petit peu plus au sud, mais qui va redonner un certain essor à la ville. Et vraiment dans les années 2000, on a l'explosion de la construction des nouveaux gratte-ciel qui donne ce visage très moderne à toute une partie de la ville, notamment le quartier de South of Market, mais on en reparlera tout à l'heure. Ok. Et on peut en venir quand même aussi à la situation actuelle de San Francisco. C'est-à-dire qu'en fait, au début, j'ai dit que beaucoup de Français voulaient y aller et adoraient San Francisco, mais pas les adolescents, et comme ça. Et nous, on peut dire aussi, dans notre famille, il y a deux clans. Il y a les pro-San Francisco que nous sommes, nous les parents, et nos enfants, nos 4 enfants, qui ne l'apprécient pas forcément, parce qu'en fait, il y a une partie de la ville qui
qui repousse un petit peu quand même. Alors, effectivement, parlons-en directement, comme ça on va mettre ce sujet de côté. C'est un sujet important. Au fil des années, nous on l'a bien senti dans les retours des clients. Chaque année, on avait de plus en plus de retours assez négatifs. Donc, il y a certaines personnes qui reviennent enchantées, mais il y a d'autres personnes qui reviennent avec des avis négatifs. Nos amis américains ne veulent plus aller à San Francisco. Le tourisme américain à San Francisco est quasi nul. Il n'y a vraiment plus que les étrangers à vouloir découvrir la ville. La raison à tout ça, c'est la population de homeless, SDF, et de junkies. Qui en réalité sont des junkies. Alors, c'est pas un problème, c'est absolument pas un problème de pauvreté. La ville est très riche. C'est vraiment un problème de drogue, c'est-à-dire qu'on a toute cette population complètement accro à la drogue, et le côté très très libéral, très très permissif de la ville, qui ne sanctionne pas des comportements qui autrefois étaient illégaux, puis qui ont été plus ou moins tolérés, puis maintenant qui deviennent en partie légaux, va drainer toute une population de drogués qui vit dans la rue, qui hante certains quartiers du centre. Et avec les drogues, les nouvelles drogues de synthèse, on a vraiment l'impression d'avoir des zombies exactement, dans certaines des rues. Zombies, des gens qui ont complètement perdu la conscience d'eux-mêmes, qui défèquent au milieu de la rue, qui sont à moitié nus, qui se piquent au vu et au su de tous. Et c'est un problème qui semble quasi insoluble pour la municipalité, qui déverse des millions et des millions de dollars chaque année. Et vous imaginez pas à quel point les sommes dépensées par personne sont délirantes, mais ça ne résout absolument rien, puisque ça ne résout pas le problème de base, qui est le fait qu'ils sont addicts. La dépendance. La dépendance, exactement. Alors, de fait, effectivement, nous, lors du dernier périple en famille avec nos enfants, on avait assisté à 2 vols dans deux boutiques. Alors effectivement, ça d'ailleurs, c'est voilà. Alors ce phénomène général qui est lié au problème de l'addiction, il a été ensuite renforcé juste avant le Covid, puis après le Covid, par différentes choses. Un des problèmes, effectivement, c'est que à San Francisco et en Californie, on a eu la tentation d'avoir des politiques contre le crime beaucoup trop lestes. Et en gros, il y a une loi qui est sortie, je crois que c'était, on disait tous les vols en dessous de $800, 500, je crois. ou $500, la somme a varié au fil du temps, était passible d'une amende, mais plus d'autres sanctions qu'une amende. Et donc du coup, ça voulait dire que n'importe qui était insolvable, parce que de toute façon une amende ça ne change pas grand chose pour quelqu'un qui est insolvable, pouvait se servir dans les magasins. Et effectivement c'est ce qu'on constatait, quoi. Ça devenait n'importe quoi, et les commerces du centre-ville se sont mis à se barricader, puis à fermer, et ça a eu un effet très très néfaste sur le centre de la ville. Et donc on le sent quand on se balade à San Francisco. On a des quartiers vivants, mais on a des quartiers aussi qui sont quand même à moitié morts, à moitié hantés par ces junkies. Et alors voilà, deux choses l'une: soit on a des personnes comme nous ou comme certains clients qui font avec cet aspect pas très reluisant de la ville. Et c'est pas dans toute la ville. C'est pas partout, c'est pas tout le temps, mais ça existe. Et on peut y être confronté, c'est juste ça. On peut tout à fait trouver la ville magnifique et superbe. Soit c'est un élément bloquant qui, une fois qu'on l'a vu, vous hante et vous met mal à l'aise. Et si vous ne dépassez pas ce sentiment-là, eh bien, la visite de la ville ne devient pas si intéressante que ça. Et pour notamment des enfants ou des adolescents, qui ont été confrontés à des gens qui rentrent dans un magasin, qui prennent, qui servent, qui sortent, les gens crient derrière, mais ça ne sert à rien. C'est assez bizarre, c'est assez violent d'une certaine manière. Et après, du coup, on n'est pas dans une bonne disposition pour découvrir la ville. Bon, voilà, on a fait cette mise en garde. Néanmoins, toi, tu en reviens. Alors voilà, j'ai envie de dire, le phénomène s'est vraiment aggravé avec le Covid. C'est-à-dire qu'évidemment, comme partout, ça a été assez terrible. En post-Covid, c'était pire que tout. Dans le quartier de Union Square, on avait des statistiques. Avant le Covid, 3% des locaux commerciaux adjacents à Union Square étaient vides. En 2020, donc pendant le Covid, c'est monté à 10%. Et en post-Covid, ça a encore continué à monter. Et actuellement, il y a un très très gros magasin qui est Macy's, qui est juste en face de Union Square et qui a jeté l'éponge.
ils sont pas encore partis, mais ils souhaitent vendre. S'ils ferment et ils partent, c'est 30% du quartier qui est inoccupé. Ça devient complètement fou. Pour autant, effectivement, pour y être allé là très très récemment, j'ai trouvé plutôt que c'était à l'amélioration. Alors, je ne suis pas allé au cœur des quartiers les plus touchés, on verra lesquels, c'est notamment le Tenderloin et le Civic Center. Mais franchement, dans les quartiers d'Union Square, évidemment, on croise de temps en temps... qui est à la lisière. Voilà, qui est vraiment à la lisière, mais dans lequel il y a... Voilà, il y avait une présence pendant un temps. J'ai pas eu autant cette impression-là qu'on l'avait eu sur notre dernier voyage. Donc j'ai plutôt l'impression quand même que ça va en s'améliorant. Et de fait, les municipalités ont commencé à changer leur politique. Les législations dont on parlait sur le vol sont en train d'être retirées. Voilà, ils commencent à ne plus autoriser les gens à s'installer dans la rue. Donc ça va aller en s'améliorant. On pense que ça va effectivement en s'améliorant. Bon, bien. Maintenant, passons effectivement donc, sur cette destination qui est San Francisco. On va la replacer géographiquement et voir aussi effectivement comment la placer dans un circuit. Enfin, après. Après, ouais. Plaçons-la déjà géographiquement. Donc San Francisco, c'est sur la côte ouest des États-Unis, c'est sur le bord de la côte Pacifique, c'est en Californie, c'est à peu près à la moitié de la Californie, il y a à peu près autant de kilomètres au-dessus et en dessous de San Francisco. Et c'est le long de cette route assez célèbre, la California State Route 1, la California One, qui est cette route côtière qui suit toute la côte de Californie. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c'est la porte d'entrée classique du Yosemite National Park. C'est-à-dire que si on part de San Francisco et on part vers l'est en direction de l'intérieur des terres et de la Sierra Nevada. On arrive à l'entrée ouest de Yosemite. Exactement. On est à 3 heures de route à peu près. Oui, à peu près 3 heures de Yosemite. Si on allait un peu plus vers le nord, mais toujours vers l'intérieur des terres, on arriverait sur le Lake Tahoe, qui est une destination assez prisée par les Américains. Et sur le chemin entre le lac Tahoe et San Francisco, la capitale de la Californie, qui est Sacramento. Et au nord de San Francisco, il y a la Napa Valley. Qui est juste aussi au nord de San Francisco, qui est la Napa Valley, qui est le haut lieu viticole de Californie. Donc beaucoup de plantations de raisins et de vin. Donc c'est assez couru aussi par les Américains et puis maintenant aussi par des Français qui veulent aller découvrir cette région viticole. Et si on allait encore beaucoup plus au nord, donc la partie nord de la Californie, c'est les Redwoods, un certain nombre de parcs, Humboldt State Park, la scène volcanique qui sont assez sympas. Voilà, alors, par contre effectivement c'est par rapport à Los Angeles, c'est en direct, si on prend l'autoroute centrale, enfin dans le centre, c'est 5h30 à peu près. Par contre, si on prend, effectivement, on veut loger la côte, là, on est plus à plus de 8 heures. Hein, oui, généralement, ça se fait sur 2-3 jours quand on longe la côte, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Un point intéressant à noter sur le fait de longer la côte entre Los Angeles et San Francisco par la Highway 1, c'est une zone qui est soumise à de gros problèmes de glissement de terrain. Il y a des travaux liés à des glissements de terrain importants quasiment chaque année désormais. Et en fait, cette route, ça fait plusieurs années qu'elle est à un moment ou à un autre coupée. Et ça devient assez compliqué. Et du coup, quand elle est coupée, il faut faire des gros détours. Donc voilà, à faire avec précaution. Du coup, on fait souvent quand même cette route-là, on la fait plutôt en dessous de Morobé. Par exemple. On descend, ouais, effectivement. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut dire enfin sur San Francisco? C'est que c'est une ville très excentrée par rapport au plateau du Colorado. Le plateau du Colorado, on le rappelle, c'est ce qui est à droite de Las Vegas. C'est là où il y a le Grand Canyon, Bryce, Zion, Moab. Les parcs de l'Utah et de l'Arizona. Les grands parcs de l'Utah et de l'Arizona. Là, on est quand même assez éloigné parce que déjà, on est loin en termes de distance, mais en plus, entre nous et entre San Francisco et le plateau du Colorado, il y a une chaîne de montagne qui est la Sierra Nevada, il y a la vallée de la mort, donc ça se fait pas en une traite, et du coup ça fait que quand on rajoute San Francisco au plateau du Colorado, il faut bien réfléchir, ou bien on l'expliquera plus tard, effectivement, comment on peut l'intégrer dans un circuit. En termes géographiques, il faut noter qu'il y a 2 aéroports à San Francisco, l'aéroport de San Francisco, SFO, et l'aéroport d'Oakland qui se trouve juste de l'autre côté de la baie, mais qui est finalement quasiment à la même distance de la ville. Donc ça fait 2 aéroports d'arrivée, et quand on est sur des vols internes, on peut même aussi viser un 3e aéroport qui est celui de San José, qui est tout au bout de la Silicon Valley au sud, mais qui n'est pas si loin. Ok,
Donc là, on a un bon aperçu. Maintenant, en fait, moi, j'aimerais bien qu'on détaille un petit peu les différents quartiers à visiter dans San Francisco. Hein. Exactement. Donc on a dit que San Francisco, c'est une ville classique qui se visite comme une ville européenne, c'est-à-dire qu'on va visiter à pied plein de quartiers différents qui ont chacun une âme, une architecture et une ambiance très très différente. Oui, parce que quand on a en tête en fait San Francisco, à chaque fois on a en tête les maisons colorées, les maisons victoriennes, mais il y a vraiment plein d'architectures différentes à San Francisco. Hein. Et c'est vraiment très très intéressant. On a de l'art déco, on a du néo-gothique, du néo-classique, vraiment on a des manoirs. Et de l'ultra-moderne, parce qu'on a des gratte-ciel ultra-modernes, Mm. étincelants, qui ont été faits dans les 20 dernières années. Donc on a beaucoup de choses différentes. Donc si on regarde les quartiers les plus centraux, on va dire peut-être le cœur de San Francisco aujourd'hui, enfin en tout cas autrefois c'était Union Square, donc qui est cette grande place rectangulaire qui était le quartier du commercial, donc c'est là où on avait les magasins, et c'était aussi le quartier des théâtres. Donc c'est un peu ce quartier qui était sur une mauvaise pente, qui peut-être va se redresser, mais voilà, ça fait déjà un premier quartier. Juste au nord-est de Union Square, on a le Financial District, qui est aussi le district le plus historique, parce qu'en fait le cœur de la ville et le cœur du port historique est sous le Financial District. Donc Financial District, ça veut dire que c'était le district des banques, enfin c'est devenu le district des banques. Et il s'étend jusqu'au Ferry Building. Hein. Il s'étend jusqu'au Ferry Building et jusqu'à Chinatown. Mm. Et ce qui est intéressant, c'est que avant c'était le port de San Francisco, et la moitié de ce quartier a été gagnée sur la mer. Donc quand on est dans ce quartier, on a plein d'histoires intéressantes, et en fait sous nos pieds, il y a des dizaines de bateaux qui sont encore pris dans le sol, parce qu'on a gagné sur la mer en laissant des bateaux amarrés et en construisant tout autour, notamment lors de la ruée vers l'or en 1849, où il y a plein de bateaux qui sont arrivés avec des équipages et pour amener les gens qui voulaient se lancer dans la ruée vers l'or. Mais les équipages de ces bateaux, ils ont préféré déserter les bateaux pour partir chercher de l'or eux aussi. Et du coup, ces bateaux abandonnés ont été utilisés comme des magasins, des restaurants sur les quais. Des hôtels après, effectivement. Des hôtels même. Et ils ont été ensuite incorporés dans la terre. On a remblayé tout autour et ils sont toujours dessous. Oui, ça on l'explique nous dans nos circuits de découverte pédestre. Exactement. Effectivement. Donc on est Financial District. Tu as parlé un petit peu justement de Chinatown qu'on peut peut-être étendre à North Beach. Alors effectivement, donc du coup à gauche du Financial District, on a Chinatown qui est un des deux grands quartiers chinois des États-Unis avec celui de New York. C'est le deuxième plus grand des États-Unis. Il est haut en couleur et plutôt sympa à visiter. Et juste au nord du quartier chinois, il y a un quartier italien, c'est souvent le cas, c'est pareil à New York, qui est le quartier de North Beach, qui a une autre atmosphère, qui est vraiment pas très loin. Faut vraiment, la ville n'est pas très 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 grande. Tout ça se parcourt à pied sans trop utiliser de transport en commun. Donc Chinatown et North Beach, les quartiers un peu ethniques de San Francisco. Ensuite, il y a effectivement plus, on va monter. On va avoir des circuits plus sportifs, effectivement, faits de rues très pentues et d'escaliers, de nombreux escaliers. Donc, le Financial District, Chinatown, North Beach, des quartiers qui sont pas très loin de la baie. Et en revanche, plus on s'éloigne de la baie, plus on rentre à l'intérieur des terres, plus on va avoir des quartiers qui sont sur les hauteurs. Il y a deux quartiers principaux qui sont proches du centre et qui sont des collines. C'est Nob Hill, qui est juste au nord de Union Square et qui est un quartier pas très grand avec des immenses maisons, parce qu'en fait c'était le quartier qui avait été trusté par les grands manoirs des manias du chemin de fer ou des gens qui avaient fait fortune dans la ruée vers l'or, etc. Ils ont construit des mines d'argent aussi. Exactement. Ils ont construit des manoirs absolument dingues qui ont été pour partie rasés en 1906 par l'incendie et reconstruit sous la forme d'immenses hôtels de luxe. Donc voilà, on a cette présence sur Nob Hill. Et juste derrière, il y a une deuxième colline qui est Russian Hill. C'est la colline la plus abrupte de San Francisco. Et c'est un quartier qui est vraiment magnifique. C'est notre circuit préféré, c'est notre circuit préféré, puisqu'on n'arrête pas. En fait, les rues se transforment par moments en escaliers. Et ces escaliers offrent des vues incroyables sur la baie et sur toute la ville. Et c'est donc la rue la plus connue de San Francisco, Lombard Street. C'est une rue très pentue qui zigzague. Elle a même un dénivelé de 27%. Voilà.
Ouais, 27%, on voit que c'est quand même super pentu. Ouais. Cette rue-là où vont tous les touristes, elle se trouve sur un des flancs de Nob Hill, mais en réalité, les gens se contentent de cette rue, alors que c'est pas du tout la plus belle et la plus intéressante. Il y a plein de petites rues et de petits parcs cachés qu'on peut retrouver dans nos circuits quand on traverse Russian Hill. Et puis du coup, si on passe de l'autre côté de Russian Hill, on atteint la baie au niveau d'un autre quartier qui est le Fishman Wharf. Donc c'est l'ancien quartier du port de la flotte de pêche, des petits pêcheurs. Et bon, il n'y a plus de réelle flotte de pêche. Alors, il y a une petite flotte de pêche commerciale pour les gens qui veulent aller faire de la pêche au gros en mer. C'est surtout devenu un quartier assez touristique, avec beaucoup d'attractions touristiques, mais assez joli. Et on commence à avoir les premières vues sur le Golden Gate Bridge, donc ce pont rouge qui permet de passer d'un côté de la baie à l'autre. Alors, petite précision sur le Golden Gate. Donc, le Golden Gate, c'est le nom du détroit, en fait, qui permet l'accès à la baie de San Francisco, qui a un estuaire de plusieurs rivières. Et du coup, le Golden Gate Bridge, c'est le pont qui enjambe ce détroit. Et voilà. Et il y a un deuxième pont qui se trouve plus à l'est, qui est le Auckland Bay Bridge, qui lui traverse la baie jusqu'à Auckland. C'est là, enfin on en parlera aussi, mais effectivement c'est dans ce quartier-là qu'on prend effectivement une sorte de ferry pour aller à Alcatraz. Oui, Alcatraz est juste en face du Fishman Wharf, exactement. Donc Alcatraz est une île qui a été transformée en prison. Et puis qui est aujourd'hui un parc national et on peut visiter l'ancienne prison, on en reparlera, et se trouve juste en face du Fishman Wharf. Il y a des bateaux aussi qu'on peut visiter. Alors comme c'est un ancien port, le Fishman Wharf, il y a effectivement des bateaux historiques, des bateaux de guerre, il y a un Liberty Ship, il y a le Pampanito qui est un sous-marin, et il y a aussi un 3-mâts typique de ces bateaux qui faisaient du transport de marchandises entre San Francisco et le reste du monde qu'on peut visiter, c'est assez intéressant. Juste derrière Fishman Wharf, si on continue le long de la baie, il y a un autre quartier plus calme qui est Marina District, qui n'est pas un quartier avec beaucoup de choses à voir ou à faire, mais qui est un quartier plutôt calme et plutôt sympa. Avec des hôtels. Avec des hôtels on verra notamment plus tard, qui sont un peu moins chers. Et c'est là aussi, c'est pas là qu'il y a la plage aussi avec entre les deux. Le club. Elle est entre les deux. Ensuite, si on revient, donc là on est allé tout au nord, si maintenant on redescend au niveau de Union Square et donc au sud de Union Square, on a d'autres quartiers. Alors effectivement, en fait, sous Union Square, il y a une rue en diagonale qui est Market Street. Et on va dire que elle délimite deux villes. Il y a la ville du dessus qui est la ville historique et puis une ville un peu plus récente en dessous qui d'ailleurs n'a pas le même angle de rue. Et le quartier qui est directement sous Market Street s'appelle Soma, South of Market. Et c'était un quartier d'entrepôt, un quartier pas très très intéressant pendant longtemps. Mais c'est devenu, comme c'était un endroit où justement on pouvait racheter de la surface constructible à bas coût, c'est devenu dans les années 2000 le terrain de jeu des bâtisseurs de gratte-ciel. Et le quartier donc du coup de Soma, South of Market, est devenu une ville ultra moderne, super belle et très très intéressante à visiter. Et qui contraste beaucoup avec le reste de la ville historique victorienne, etc. Du coup, après, il reste donc le quartier Tenderloin et Civic Center dont on a parlé en tout début du podcast. Exactement. Donc juste à gauche, à l'ouest de Union Square, il y a un tout petit quartier triangulaire qui est le Tenderloin. Et c'est ce quartier qui est vraiment hanté par une grosse population de junkies. Et juste derrière, le quartier du Civic Center, c'est le quartier de la mairie et de tous les organes administratifs de la ville, qui lui aussi est pas très 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 bien fréquenté et donc pas des plus agréables à visiter. Et après on va avoir d'autres quartiers plus éloignés du centre où là pour le coup il va soit beaucoup marcher, soit prendre des transports en commun pour les rejoindre et qui vont être plus disséminés. On va trouver par exemple Alamo Square qui est réputé parce qu'il y a un alignement de petites maisons colorées particulièrement jolies, mais c'est un peu excentré.
Il y a Japantown, qui est la partie japonaise, la petite ville japonaise à l'intérieur de San Francisco. Et puis aussi, assez célèbre, plus au sud de la ville, il y a les quartiers de Castro et Mission District, qui sont deux quartiers qui sont juste à côté l'un de l'autre. Castro est connu parce que ça a été le lieu de l'émancipation homosexuelle. C'était vraiment le quartier gay, de la communauté gay de San Francisco. Mais très honnêtement, quand on le visite, on dirait vraiment que c'est la même chose que le reste de San Francisco classique, avec des drapeaux LGBT. Voilà. Oui. Donc il y a pas vraiment de choses très très manifestes. Et juste à côté, il y a le quartier le plus aussi historique, qui est Mission District, puisque c'était là qu'il y avait la Mission Dolores, donc la mission Saint-François d'Assise. Et du coup, il y a un quartier un petit peu hispanisant. Bon, c'est pas avec de belles fresques murales. Moi, j'aime vraiment. Avec des belles fresques murales, c'est peut-être ça qui fait son intérêt. Voilà. Et puis, si on s'éloigne encore, il y a l'équivalent de Central Park pour New York, pour San Francisco, qui est le Golden Gate Park, qui est un immense parc au centre, à l'est de la ville. Et c'est un parc dans lequel se trouvent aussi de nombreux musées. Et entre le Golden Gate Park et puis Civic Center, on va dire, il y a le quartier de Haight-Ashbury qui était, en fait c'est une rue plus qu'un quartier, pour être tout à fait honnête, et qui était le quartier des hippies, des beatniks, donc voilà, il y a cette ambiance-là qui se retrouve, ça un peu touristique, mais ça existe encore. Et puis si on va de l'autre côté, côté Pacifique, on a des quartiers, des grands parcs, celui de Land's End ou du Presidio, qui donnent sur l'océan Pacifique et qui peuvent être aussi jolis si on a du temps. En fait, nous, comme vous pouvez l'entendre, il y a vraiment de très nombreux quartiers qui se juxtent. Et nous, on a fait 4 circuits de découverte. En fait, ces 4 circuits, on peut les faire sur 3 jours plutôt. On peut réduire sur 2 jours, mais généralement... Voilà, sur 2-3 jours, exactement. Ouais. Je pense que 2-3 jours, on en reparlera, mais c'est une bonne, c'est un bon timing. Voilà. Alors là, on vient de parler des quartiers, mais quand on pense à San Francisco, on pense inévitablement au cable car. Exactement. Alors le cable car, pour les gens qui ne connaissent pas du tout, c'est un moyen de transport en commun historique qui est né plus ou moins à San Francisco. Donc c'est comme un tramway, mais qui n'a aucune motorisation. Et en fait, dans la chaussée, sous le sol, il y a un câble qui passe sous la rue. Et ce câble est actionné en permanence, c'est-à-dire qu'il y a une grande roue qui fait tourner ce câble. Donc il y a un câble qui avance sous la chaussée. Et le cable car, il a une sorte de bras mécanique qui passe sous la chaussée dans une petite fente et qui peut agripper ce câble et se faire tracter, puis relâcher le câble et freiner pour s'arrêter. Et cette méthode de progression qui a été inventée à San Francisco, alors, ça a existé un petit peu à d'autres endroits, mais moi j'ai lu à Londres aussi. Il y a eu d'autres tentatives ailleurs, mais la vraie tentative qui a fonctionné, elle a été faite à San Francisco. Et pourquoi à San Francisco ? En fait, il y avait un problème de fond à San Francisco, c'était le côté extrêmement pentu des rues. Et ces rues pentues, elles posaient vraiment des problèmes aux chevaux, pour les carrioles tirées par des chevaux, pour les transports en commun tirés par des chevaux. Et à l'époque où on commençait à avoir des transports électriques, donc des tramways ou mécaniques, eh bien, c'était trop pentu. Et le cable car, lui, arrivait à faire monter les wagons pleins de passagers dans ces rues très pentues. Et c'est donc pour ça que va naître... dans la deuxième partie du 19e siècle, ces lignes de cable car. En 1890, il y a 23 lignes de cable car dans San Francisco. C'est vraiment le moyen de transport principal de la ville. Actuellement, par contre, il en reste plus que 3. Il en reste plus que 3. Alors pourquoi il en reste plus que 3 ? En fait, ce qui a sonné le glas du cable car à San Francisco, c'est toujours la même chose. C'est le fameux tremblement de terre de 1906. Il a détruit beaucoup d'infrastructures. Et du coup, derrière, on s'est dit non, on ne va pas rétablir la plupart de ces lignes. Et on va plutôt les remplacer par des lignes électrifiées. Sauf quelques lignes. Toujours pour la même raison, c'était trop pentu pour les lignes électrifiées. Et donc, du coup, on a conservé quelques lignes de cable car. Jusque dans les années 50, là, dans les années 50, il n'y en a plus que 3 en opération.
et la société qui les gère va déposer le bilan. Et c'est la municipalité qui, par un souci de respect historique, va racheter l'infrastructure de ces 3 dernières lignes. Va les faire tourner jusqu'au début des années 80, où là on va s'apercevoir que vraiment le système il ne tient plus, et on va voter, ça a été tout un long travail, une grosse subvention pour refaire entièrement le système de cable car. Et donc celui que vous pouvez utiliser aujourd'hui, et les 3 lignes de cable car qui existent aujourd'hui, sont le fruit de l'effort dans les années 80 de rénovation du réseau de cable car. Alors, on peut, si ça vous intéresse, vous pouvez aller visiter le musée du cable car qui est gratuit et où vous pourrez voir effectivement toute la machinerie derrière qui permet de gérer les câbles. Alors, c'est très bruyant, hein, Silver? Ouais, c'est extrêmement bruyant parce qu'il y a tous ces moteurs qui font tourner ces câbles géants dans toute la ville. Il n'y a plus qu'une seule powerhouse qui fait ça et qui est aussi du coup un musée. Elle se trouve pile poil entre Nob Hill et Russian Hill. Et c'est un musée gratuit, ça vaut vraiment le coup de regarder. Puis après, quand on visite soi-même, enfin quand on va prendre soi-même le cable car, c'est très sympa. Alors justement, tiens, en parlant de prendre notre cable car, donc c'est un ticket séparé du reste du réseau. Ouais. C'est $8 par personne. Il n'y a pas de tarif réduit. Mais voilà, c'est par trajet, effectivement. Donc, soit on peut les prendre au terminus, mais on peut aussi les prendre quelques stations. On peut les sur le bord de la route, ils s'arrêtent et ils vous prennent, effectivement, s'il y a de la place, évidemment, dans le cable car. Tout le système de transport en commun, bus, tramway et cable car est géré par la municipalité, par le système Muni, et on peut acheter tous les billets très facilement sur une application qu'on peut télécharger sur son téléphone, et du coup vous pouvez simplement acheter des tickets et ensuite les activer. Vous n'avez rien d'autre à faire. Du moment que vous avez activé le ticket, si vous êtes contrôlé, ils vont scanner le ticket et voir que vous venez juste de l'activer, tout est bon. C'est assez pratique, donc on vous conseille cette application si vous devez prendre le cable car et ou d'autres bus. À noter qu'il y a d'ailleurs une deuxième infrastructure historique, c'est les historic streetcars qui longent l'Embarcadero et Market Street, donc là on n'est plus dans les rues pentues, et c'est des tramways qui datent des années 40-50 et qui sont historiques aussi, qui sont vraiment très très sympas à prendre. Et ce qui fait de San Francisco la seule ville au monde qui a un double système de transport en commun historique. Là, beaucoup de villes ont gardé un, mais il y en a 2 à San Francisco. Et pour dire, le cable car, effectivement, il est emblématique de San Francisco, mais on peut le retrouver dans d'autres villes des États-Unis. Moi, je me souviens effectivement à Seattle, et effectivement, quand on va à Seattle, on comprend bien parce que c'est aussi très pentu. Quand on conduit les rues, c'est aussi assez impressionnant. Exactement, donc il y en avait. Quand tu dis on peut le retrouver, il n'y a plus de cable car en fonctionnement à mais Seattle, il a existé. Mais on retrouve les infrastructures du cable car qui, effectivement, il y avait une trentaine de villes aux États-Unis qui avaient des cable cars, dont les villes les plus pentues, comme tu le disais. Juste un dernier point sur les transports en commun, il y a quelque chose d'assez étonnant dans les rues de San Francisco qu'on remarque tout de suite quand on se balade aujourd'hui, c'est ces voitures taxis sans conducteur, les Waymo. Donc c'est des voitures blanches qui se baladent dans toute la ville, qui n'ont pas de conducteur, qui roulent toutes seules, qui s'arrêtent au feu rouge, qui vous laissent passer. Et du coup, c'est un peu du Uber sans conducteur. Il y a une application qui permet de commander sa voiture et ensuite de faire sa course. Malheureusement, tu l'as pas testé? Non, malheureusement, l'application n'est que sur le store américain. Donc du coup, quand on a un téléphone français, on ne peut pas télécharger l'application. Donc du coup, on ne peut pas accéder au service, ce qui est dommage. Ce serait assez amusant de tester une voiture sans pilote et de se laisser guider à travers la ville. Mais en tout cas, rien que de l'extérieur, c'est assez amusant de les voir passer. Donc là, on a parlé du cable car. Une autre manière de visiter la ville, donc en dehors de le faire à pied, c'est de le faire à vélo aussi. Oui, c'est vrai que c'est une ville dans laquelle on peut se permettre de faire une partie de la ville, pas toute la ville, alors surtout pas les rues les plus pentues, c'est strictement impossible. Bien que maintenant, il y a des vélos électriques. Oui, quand même. Mais là, quand on veut passer à tous les endroits avec des escaliers et tout, ça ne le ferait pas. Mais en tout cas, on peut le faire notamment le long de l'Embarcadero jusqu'au Golden Gate Bridge et au Golden Gate Park. Donc il y a beaucoup de choses à voir, c'est assez sympa. Il y a des loueurs, on peut trouver un loueur qui fait plusieurs localisations, effectivement, avec le Fisherman Wharf, le Ferry Building et au Golden Gate Park aussi. Exactement, et là où c'est intéressant avec ce loueur, c'est que vous pouvez louer d'un côté et rendre les vélos à un autre endroit, ce qui vous permet par exemple de faire
tout l'Embarcadero, d'aller jusqu'au Golden Gate Bridge, rejoindre le Golden Gate Park, de rendre votre vélo, puis de rentrer à pied pour passer par Alamo Square, par exemple, ce genre de choses. Il vous en coûtera à peu près $10 de l'heure et $30 de la journée, et comptez le double, voire un peu plus pour un vélo électrique. Voilà. Par rapport au vélo, nous on dit il faut vraiment au moins rester 3 jours. Si vous restez que 2 jours, on vous déconseillera. Il faut prendre une demi-journée pour faire du vélo. Et du coup, si vous avez une 3e journée, vous pouvez prendre une demi-journée de cette 3e journée pour le vélo. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est on peut traverser le Golden Gate Bridge à vélo. C'est assez amusant. C'est pas non plus extraordinaire, mais c'est assez amusant. Et on peut même rejoindre beaucoup de gens. Encore faut-il que la vue soit dégagée. Alors, oui, il y a beaucoup de brouillard. On n'a pas encore parlé du climat, mais il y a beaucoup de brouillard à San Francisco. Et quand on traverse le Golden Gate Bridge, on peut rejoindre Sausalito, qui est la ville qui se trouve juste en face de San Francisco, en vélo. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça. La réalité, c'est que c'est un peu galère, parce que du coup, vous allez traverser de l'autre côté. De l'autre côté, vous avez une immense descente pour rejoindre Sausalito. Cette descente, elle est quasiment impossible à faire dans le sens inverse. Donc ça veut dire que vous êtes obligé de rentrer en ferry. Mais dans ce cas, il faut les réserver. On peut réserver effectivement sa place avec un vélo, mais les vélos sont limités en fait. Voilà, c'est assez compliqué. Ouais. C'est dur de comprendre comment on peut réserver, pas réserver. Voilà, donc c'est possible, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous prendre toute une journée. Il faut vraiment avoir le temps de faire cette excursion. Et on peut très bien aussi, quand on quitte San Francisco en voiture, faire cette traversée en voiture, aller rejoindre Sausalito. Et dans mon souvenir, quand on l'a fait en vélo, j'ai l'impression, on a fait l'aller-retour sur le pont. J'avais l'impression que ça montait constamment. Non, alors que c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis d'accord, mais vraiment l'impression c'est que j'ai fait l'aller-retour en montée. Comme tous ces grands ponts suspendus, le point le plus haut c'est le milieu du pont. Donc toute la première partie du pont se fait en montée. C'est vrai que c'est un peu un faux plat, on va dire. Et après, quand c'est le faux plat descendant, on le sent pas. Non, donc on n'a pas cette impression-là. Mais au hein. retour, on sent que en fait, si c'était quand même une montée. Ok. Donc, après avoir fait du vélo à San Francisco, ce qu'on peut faire, une autre visite qui peut être intéressante, c'est Alcatraz. Tout à fait. Donc nous, on a mis du temps avant de la faire. Ouais, tout à fait, parce que ça fait un peu cliché touristique, quoi. Ouais, on va à San Francisco, on fait Alcatraz. Donc bon, c'est vrai qu'on est allé pas mal de fois à San Francisco sans faire Alcatraz. Un jour, on s'est décidé à y aller, et en fait, on a adoré, vraiment. Ouais, que c'est très très chouette. Donc il y a toute une histoire de cette île prison dans laquelle Al Capone a été enfermé. Il y a toute l'histoire de l'évadé d'Alcatraz, le film avec Clint Eastwood, qui est un film totalement historique, qui retrace exactement la façon dont s'est passée cette évasion extrêmement célèbre. Alors évasion dont personne ne sait si elle a été réussie ou pas, puisqu'on n'a jamais retrouvé les corps ou la trace vivante de ceux qui se sont échappés. La probabilité, c'est qu'ils sont au fond de la baie ou dans le ventre d'un requin. Mais en tout cas, voilà, la visite est vraiment sympa. Il y a un audio guide qui existe en anglais et en français. Et l'audio guide, il a été fait avec des témoins, c'est-à-dire des témoignages, des témoignages d'anciens gardiens et d'anciens prisonniers qui racontent vraiment comment se passait la vie à l'intérieur du pénitencier. Et on raconte l'histoire de l'évadé d'Alcatraz, on voit les endroits où ça s'est passé, on voit tout ça. Donc c'est plutôt bien fait, plutôt intéressant. Donc vraiment, oui, on le conseille, effectivement. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que comme toute visite, quand même, ça prend du temps. Il faut vraiment consacrer... ça prend 3 heures, au moins 3 heures. Donc disons une petite demi-journée. Donc nous, ce qu'on va conseiller... déjà, la première chose qu'on va conseiller, c'est qu'il faut impérativement réserver longtemps à l'avance. Ce sont des excursions qui sont pleines quasiment tout le temps. Donc ça ne sert à rien de vous dire on verra sur place, vous verrez sur place, vous ne le ferez pas. Mais si vous réservez, si vous restez pas très longtemps, si vous restez que 2 jours. Alors quand je dis 2 jours, c'est 2 vrais jours. En fait, pour rester 2 jours à San Francisco, il faut faire 3 nuits. On est bien d'accord. Si vous restez 2 jours, c'est un peu embêtant de faire rendre la visite à Alcatraz. Ça va vous prendre la moitié d'une journée, à moins de tricher un peu et de prendre le dernier tour de la journée, le night tour qui part en toute fin d'après-midi et qui se termine de nuit avec un retour en ferry de nuit. Donc évidemment, on l'a dit, on rejoint Alcatraz en ferry et on revient de même en bateau. Et du coup, en prenant le night tour qui coûte un tout petit peu plus cher, déjà il y a moins de monde parce que du coup c'est le dernier, il n'y a plus personne qui peut rentrer derrière. Et on a ce retour de nuit qui est assez sympa. On a une ambiance aussi de la prison quand le soleil se couche et de nuit qui peut être sympa. Et surtout, on n'empiète pas sur les visites dans la journée. Voilà. Et tu as un prix, une idée de prix? C'est une 60aine, non? C'est une cinquantaine de dollars par personne. Ok. Donc quand vous êtes à San Francisco, vous pouvez aller à Alcatraz. Vous pouvez également assister à des événements sportifs.
Oui, il y a pas mal d'équipes à San Francisco ou juste aux alentours de San Francisco. La première grosse équipe, c'est qu'il y a une équipe de baseball extrêmement célèbre, les San Francisco Giants, qui joue au Oracle Park, qui est un stade juste en dessous du quartier South of Market. Donc c'est un quartier qu'on peut rejoindre, c'est un stade qu'on peut rejoindre à pied ou en transport en commun assez facilement. Et en plus qui donne sur la baie, qui est un stade assez sympa. Donc si vous voulez voir un match de baseball avec une grande équipe, et notamment en été, les San Francisco Giants au Oracle Park, c'est vraiment une bonne option. On a aussi du basket NBA avec les Golden State Warriors, et en plus ça s'est amélioré. Donc auparavant les Golden State Warriors, ils étaient localisés à Oakland, où il y a une très grande arena mais qui se trouve du coup un petit peu éloignée du centre de San Francisco, et là ils sont récemment basculés à San Francisco même, au Chase Center. C'est juste au sud du Oracle Park. C'est pareil, c'est assez facile à rejoindre. Donc si vous êtes entre octobre et mai à San Francisco, jetez un coup d'œil au match de basket NBA et notamment à l'équipe des Golden State Warriors. C'est une très très bonne occasion d'assister à un match. On va avoir une troisième option en restant sur le basket. À partir de 2025, j'ai découvert ça en préparant le podcast. Donc il y a une ligue féminine de basket qui est la WNBA. Il n'y avait pas d'équipe de WNBA à San Francisco. Il y en a une sur la côte ouest, il y en a une à Los Angeles et une à Las Vegas. Ouais. Eh bien, en 2025, normalement, les Golden State Valkyries joueront au Chase Center, donc la même salle que les Golden State Warriors. Donc ça veut dire que pendant l'été, oui, bien en ça 2025, pour la saison. on aura la possibilité de voir des matchs de WNBA à San Francisco. Ça, c'est vraiment une très 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 bonne nouvelle. Après, deux dernières équipes qui peuvent être intéressantes. Il y a une équipe de football américain qui est les 49ers de San Francisco, qui joue au Levi's Stadium. Alors Levi's Stadium, il n'est pas à San Francisco en fait, il est à San José, donc il est un peu éloigné. Il faut avoir une voiture ou les transports en commun, c'est un peu compliqué. Mais disons que si vous êtes dans la région de San Francisco, à partir de fin août pour la pré-saison et jusqu'en janvier, on peut avoir des opportunités de matchs de football américain au Levi's Stadium. Levi's comme les jeans Levi's, parce que la marque Levi-Strauss est née à San Francisco, donc c'est eux qui sponsorisent le stade. Donc les 49ers, très bonne opportunité pour voir du football américain. Et puis la dernière possibilité, donc là aussi excentrée à San José, il y a les San José Sharks qui sont l'équipe de hockey sur glace NHL qui joue au SAP Center. Voilà, c'est un peu Excentré, mais si vous êtes pareil d'octobre à mai dans la région, s'il y a des matchs, ça peut être une opportunité. Du coup, quand on a dit tout ça, Siver, combien de temps faut-il rester à San Francisco ? Alors, combien de jours prévoir effectivement sur San Francisco même, si on ne fait pas des excursions au-delà de San Francisco, on va en parler, qu'est-ce qu'on peut faire autour de SF. Si on reste sur San Francisco même, nous on dit 2 ou 3 jours. On peut toujours faire plus, évidemment, il y a toujours moyen de faire plus, mais disons... Pas moins de 2 jours. Mais pas moins de 2 jours, voilà. Il faut donc au moins minimum 3 nuits. Voilà, minimum 3 nuits pour avoir 2 journées pleines, sinon vraiment on va visiter un micro-bout de la ville, on va avoir du mal à tout voir. Donc oui, nous c'est 2 jours pleins. 3 jours pleins si on a le luxe de pouvoir se payer. Et déjà, plus dans de 2 temps. jours pleins, nous, on met pas mal de choses. On met pas mal de choses. On marche vraiment beaucoup. Et du coup, si vous voulez faire des choses autour de San Francisco, il va falloir prévoir plus de temps, puisque du coup, il y a des choses à faire à proximité de San Francisco. Donc, par exemple, juste au nord de San Francisco, on a parlé de Sausalito quand on traverse la baie et le Golden Gate Bridge. Mais juste après Sausalito, on a le Muir Woods National Monument, qui est la plus belle forêt de séquoia et de redwood de Californie, qui est une forêt absolument splendide. Attention, réservation obligatoire, sinon vous ne pouvez pas y aller. Mais ça, c'est une très bonne petite excursion à la journée, soit en quittant, soit en arrivant sur San Francisco, ou si vous restez que sur San Francisco, de pouvoir louer une voiture pour la journée et aller voir Muir Woods, c'est vraiment magnifique. Et éventuellement, dans la même région, les gens peuvent... aller jusqu'à la Napa Valley, mais ça commence à devenir limite un peu loin, mais c'est possible. Bon. Ensuite, depuis San Francisco, on l'avait dit, à l'est, on peut partir vers la Sierra Nevada, Yosemite National Park, mais ça, c'est vraiment sur plusieurs jours. Ça ne va pas se faire depuis San Francisco à la journée. Et si on allait au sud-est, il y a le Sequoia National Park, le Kings Canyon National Park, mais là encore, c'est pour un programme de plusieurs jours. Par contre, juste au sud de la ville,
On a la Silicon Valley, donc ça c'est vraiment juste aux portes de la ville. Alors, la Silicon Valley... que peut-on voir réellement de la Silicon Valley? Parce que nous, on nous le demande. Et nous aussi, on était intéressés, on a vraiment cherché. Ouais, c'est une bonne question. C'est vrai que c'est mythique pour les gens qui s'intéressent à l'informatique, aux nouvelles technologies. Il y a toutes ces villes, Cupertino, Mountain View, voilà, le siège de Google, le siège d'Apple, etc. Mais il y a très peu de choses à visiter. Donc, à part voir de très loin un siège d'une société de tech, à part de rentrer Google, dans une un petite petit peu, mais visitor boutique, center boutique, pas forcément très intéressante. En revanche, on peut éventuellement visiter un campus américain, celui de l'université Stanford, qui est un des grands campus de la Silicon Valley, où sont nées beaucoup de sociétés de high-tech. Et le campus est très joli, très intéressant à visiter, donc ça peut être une opportunité. Après, un petit peu plus au sud, on a Pacifica, notamment Big Basin. Alors on a toutes les petites villes qui sont le long de la côte, juste au sud de San Francisco, donc Pacifica, Half Moon Bay. Avec des plages. Avec des plages très jolies, les gens font du surf des campings. L'été, des campings, nous on campe par là-bas. À Pacifica, il y a un Taco Bell, on n'est pas des ultra fans du Taco Bell, mais là franchement ce Taco Bell, il est sur la plage de Pacifica, qui est une magnifique plage de surfeurs, et on peut se prendre un breakfast burrito et le manger soit en terrasse, soit s'il fait trop frais à l'intérieur, avec vue sur la mer, les surfeurs, c'est assez étonnant. Moi, j'aime beaucoup aussi Big Basin, effectivement, Henry Coel. Alors, effectivement, il y a aussi, donc on a parlé d'un parc de séquoias au nord de San Francisco, mais il y en a aussi juste au sud, un parc de Redwoods. Il y a 2 parcs de Redwoods juste au sud de San Francisco, Big Basin State Park et Henry Coel State Park, qui sont très très jolis parcs aussi, peut-être un peu moins visités que Muir Woods, et du coup, qui valent plus aussi, petit, mais vraiment intéressant, effectivement, je trouve. Et si on descend... juste au sud d'Henry Coel, on a Santa Cruz. Voilà, après, effectivement, on va commencer à arriver dans une zone un peu plus excentrée, mais qui est encore faisable à la journée depuis San Francisco, qui est les petites villes Santa Cruz, Monterey, Carmel. Donc Santa Cruz avec son boardwalk de bord de plage, avec cette fête foraine classique, très américaine. Monterey avec son Fishman Wharf. Carmel, qui est la petite ville encore plus au sud, la 17 Miles Drive, qui est la route côtière magnifique entre les deux. Donc tout ça peut se faire depuis San Francisco, ou ça peut se faire en y restant une nuit ou sur le départ de San Francisco. Puis si on allait plus au sud encore, c'est la California One, Big Sur, donc toute cette région plus sauvage qui est entre San Francisco et Los Angeles, mais dont on a dit que certaines difficultés à cause des glissements de terrain et des routes coupées. Et des logements chers aussi, hein. Alors, des logements sur la côte, chers partout, on est sur la Californie est chère, la côte californienne est très très chère, donc oui, ça c'est un peu compliqué. On en arrive à la question suivante, Siver. À quelle saison visiter San Francisco? Alors, c'est une bonne question et la réponse, elle est toute simple. N'importe quand. On peut visiter San Francisco toute l'année. N'hésitez pas, en hiver, c'est hyper agréable. En fait, comme les gens ont cette notion que San Francisco il fait frais en été, ils se disent il doit faire froid en hiver. Ben en fait non. Non, pas du tout. Il fait doux toute l'année. Il n'y a pas vraiment de grosses différences de température entre l'hiver, l'automne, les mi-saisons et l'été. En été, quand il y a du vent et que c'est couvert, on a froid. Mais en hiver, on peut très bien être en t-shirt quand le soleil est là, quoi. Donc c'est vraiment très agréable. Oui, les températures, là j'ai les moyennes, effectivement. En hiver, en fait, ça peut descendre à 8 de moyenne de la température minimale. Mais après, donc en pleine nuit. Hein, c'est ça. Mais après, ça peut monter à 17-18 aussi en journée. Et ça, c'est à l'ombre. La moyenne. Donc au soleil, il fait facilement 20-25 degrés, quoi, quand il fait beau. Et c'est très, très agréable. Voilà, alors par contre, effectivement, on voit que les températures sont agréables l'hiver, mais l'été, on voit aussi que si elles descendent pas très bas, mais descendent quand même vers 13 degrés minimum, la température maximale, c'est une vingtaine, c'est 20. Hein. Elle décolle pas, il y a un différentiel de 3-4 degrés entre l'hiver et l'été, quoi. Donc il fait doux et agréable toute l'année, il pleut pas trop, donc c'est vraiment... Voilà, alors j'ajouterais quand même qu'il y a du vent. Qu'il y a pas mal de vent, ce qui fait qu'en fait, nous, on prend toujours, quand on se balade, généralement, quand on va dans l'ouest l'été, on fait les balades en short, en jupe, comme assez court, parce qu'il fait vraiment très chaud. Quand on passe par San Francisco, on remet le pantalon souvent pour les balades, et la veste. Il faut vraiment pas oublier la veste quand même. Parce une veste ou quelque chose d'un peu coupe-vent. Et l'été. Exactement, en toute saison, c'est nécessaire. Question par rapport justement aux températures. San Francisco, c'est au bord de l'océan Pacifique. Il y a des très très jolies plages.
est-ce qu'on peut se baigner? La réponse, c'est ça dépend de vous. Donc, il y a un club nautique qui a, je crois, plusieurs centaines de membres. Et même au plein milieu de l'hiver, on les voit se baigner dans la baie de San Francisco. En combinaison, alors, certains en combinaison, d'autres sans combinaison. Mais bon, soyons extrêmement clairs. En été, au max de la saison, quand il fait vraiment chaud, 15 degrés, c'est le mieux que vous pouvez vous attendre au niveau de San Francisco. C'est lié au courant froid du Pacifique qui longe la côte et qui fait que le soleil ne peut pas réchauffer l'eau. C'est qu'on a un courant froid qui vient du large et qui ramène de l'eau froide des profondeurs. Et donc en hiver, il fait peut-être 8-10 degrés et en été, il fait 15. Mais c'est pas très très baignable, quoi. Ouais, moi, j'ai un peu peur aussi des requins. Alors oui, faut le savoir, il y a des requins blancs sur les plages dans l'océan Pacifique et jusque dans la baie de San Francisco. Alors il n'y a quasiment pas d'attaque c'est dans cette région-là, mais ils sont là, ils existent. Ouais, c'est pas les requins de Floride quand même. Non. Non. Donc on a vu les températures, du coup San Francisco, on valide, quelle que soit la saison. Absolument. Vraiment. Ça, c'est. Ensuite, San Francisco, en voiture ou sans voiture? Alors, fondamentalement, on n'a pas besoin de voiture pour faire San Francisco même. On a besoin de voiture si on veut faire des excursions en dehors, aller à Muir Woods, aller à Silicon Valley, etc. Mais dans San Francisco, on n'a clairement pas besoin de voiture. Et la voiture est même plutôt quelque chose de compliqué parce que la plupart des hôtels n'ont pas de parking. Quand ils ont des parkings, la plupart du temps, le parking est très cher. C'est compté à environ $40-50. Hein. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que souvent, dans un circuit, on aime bien avoir San Francisco au début ou à la fin. Pour éviter d'avoir la voiture. Si on est à San Francisco au milieu, on va avoir une voiture qu'on va devoir payer pour rien puisqu'on ne va pas l'utiliser pendant 2-3 jours. Et donc, on va devoir garer et payer le parking pour rien. Mais fondamentalement, dans San Francisco, on peut honnêtement tout faire à pied. Si vous avez vraiment besoin, vous pouvez prendre un peu de transport en commun. Mais nous, à part pour le plaisir de prendre de cable car, on n'en prend jamais. On fait tout à pied. On fait toujours tout à pied, de toute façon. Ensuite, où loger à San Francisco cet hiver? Alors, les quartiers, ce qui va dicter... alors, déjà dans le centre. Parce qu'effectivement, si on s'excentre du centre, tout ce que je viens de dire sur on peut tout faire à pied, disparaît. Donc, c'est dommage. Donc, il faut vraiment loger dans les quartiers. On peut prendre le train, mais bon, c'est autre chose. Voilà, pour nous, il faut loger si on veut vraiment profiter, entre Union Square et Fishman Wharf, dans tout le quartier central où se trouvent nos circuits. Dans ce cas-là, il faut compter à peu près combien? Alors, avant de voir le prix, malgré tout dans les quartiers, c'est vrai que si vous avez la crainte d'avoir ces problèmes avec les junkies, etc., on va vous décourager de prendre un logement dans le quartier d'Union Square qui est vraiment limitrophe de ces zones avec beaucoup de junkies et on va vous conseiller de prendre des logements depuis le Financial District jusqu'au Fishman Wharf et éventuellement en allant un petit peu sur le Marina District sans trop vous excentrer. Donc, dans toutes ces régions-là, il n'y a pas de souci. Les prix sont plutôt élevés, mais plutôt à la baisse. Avant, San Francisco était la ville la plus chère dans l'Ouest américain et une des villes les plus chères des États-Unis parce que le tourisme était... Voilà, mais comme on l'a dit, les Américains ne vont plus à San Francisco et du coup, il y a moins de monde et du coup, les prix baissent. Alors, quand je dis qu'elle baisse, faut pas rêver. On va être entre 150 et 250 euros la nuit selon les moments, la période, etc. On peut trouver moins cher. Et si on est 5 Si on veut un couchage pour 5 Et si on veut un couchage pour 5, c'est très compliqué. Il n'y a quasiment pas d'hôtel. Il y en a un ou deux qui proposent ce genre suites comme ça, de suite, mais vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Et quid si on prend un Airbnb alors? On va pas, ça va pas être miraculeux parce que là pour le coup le logement, enfin la ville est très 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 riche à cause de la Silicon Valley, etc. L'immobilier est horriblement cher et donc en conséquence de quoi les loyers sont chers et quand les loyers sont chers, les Airbnb sont chers aussi. Donc des Airbnb bien placés en centre-ville, etc. C'est très vite cher par rapport à l'hôtel. On aura peut-être un peu plus d'espace quand même. Éventuellement, mais il ne faut pas s'attendre à avoir des prix en dessous de 300 € ou plus. Donc, logement plutôt compliqué quand même à San Francisco. Maintenant, si on veut, pour manger à San Francisco, comment on fait Alors, là c'est un peu compliqué également, pour les mêmes raisons. La Californie est chère en général, San Francisco est cher en particulier. Pour manger à San Francisco pas cher, c'est pas évident. En plus, les petits déjeuners sont rarement compris dans les hôtels de centre-ville de San Francisco, donc il faut aussi
trouver le petit déjeuner. C'est cher aussi. Ils sont vraiment, Donc, vraiment chers. Hein. C'est pas super simple. Alors, néanmoins, il y a quelques options. Qu'est-ce qu'on va avoir Chinatown, il y a quelques restaurants chinois qui ont des choses pas trop chères. Mais encore, pardon, excusez-moi, comment ça s'appelle les prix sont quand même plutôt dans une fourchette. Quand on voit même des petits boui-boui chinois, etc., très vite on est à 15, 16 dollars, 17 dollars pour un plat. Donc ça fait vite assez cher. Mais on peut trouver quelques petits restos un peu moins chers, donc ça peut être une option. Il y a une enseigne hawaïenne que nous on aime beaucoup qui s'appelle L&R, qui est une sorte de fast-food hawaïen qui a des spécialités hawaïennes qui fait des assiettes extrêmement généreuses qu'on peut donc si on les partage effectivement et qui du coup est assez intéressante, et il y en a plusieurs au centre de San Francisco. Ça peut être une option. Sinon il y a l'option de manger dans les supermarchés effectivement. Oui, il y a plusieurs grands supermarchés en plein cœur de la ville. Il y a des Safeway qui sont au cœur de la ville. C'est vrai qu'il y a beaucoup de villes par exemple à New York c'est difficile d'avoir des grands supermarchés, etc. Là il y en a, donc ça peut être une option aussi. Même s'ils sont un peu chers, on trouvera quand même pour moins cher qu'ailleurs. Enfin, mais quand même à San Francisco, c'est le siège de ta chaîne de burgers préférée, Silver. Ouais, c'est vrai, vrai. Je dois dire ça maintenant, je peux le dire. On a déjà fait un épisode sur les burgers, et je crois que le Super Duper Burger de San Francisco, il est arrivé dans le top 3. Ouais. Je ne me rappelle plus s'il était à la 2e ou à la 3e place. Mais honnêtement, pour y être retourné là il y a quelques jours et avoir fait d'affilée New York puis San Francisco et avoir goûté à 2 jours d'intervalle un burger du Shake Shack et un burger du Super Duper Burger, je dois avouer avec beaucoup de modestie que le Super Duper Burger, il est terrible. Je pense que c'est le meilleur burger des États-Unis. Donc voilà, effectivement, si vous allez à San Francisco, il faut aller manger au Super Duper Burger. Les burgers sont excellents, mais tout le reste de la carte est excellente aussi. J'ai aussi goûté le chicken burger, qui est super bon. Les salades sont bonnes. Les garlic fries sont une tuerie. Les breakfast sandwich avec des œufs sont super bons aussi. Donc voilà, c'est pas donné, mais ça reste correct. Rien n'est donné à San Francisco. Donc ça reste tout à fait envisageable, et je le conseille. Bon, en dehors des burgers, il y a des spécialités quand même à San Francisco. La clam chowder. Donc la clam chowder, c'est une sorte de soupe de clam. Les clams, c'est les... Non, c'est pas les palourdes, c'est les... Si, c'est palourdes, voilà, exactement. C'est une soupe de palourdes. Ouais, qui est servie à San Francisco. C'est un peu dans une sorte de béchamel, la soupe. Ouais. Hein. C'est pas. Elle est servie, c'est une soupe blanche un peu crémeuse, et elle est servie dans un pain. Ils prennent un sort of bread, ils le creusent et ils l'utilisent comme ça, c'est connu, c'est un boudin aussi. Voilà, c'est classique. C'est ça. C'est aussi, c'est là qu'est née la chaîne Ghirardelli. Donc Ghirardelli, c'est un fabricant de chocolat qui fait des bons chocolats. On a pas des chocolats, des vrais chocolats, pas des Hershey, pas du chocolat américain avec ses goûts un peu étranges. Donc des chocolats qui ressemblent au chocolat de chez nous. C'est vrai que les chocolats Ghirardelli sont très bons, et comme ils sont sur place, ils font pas mal de... Et généralement, quand on peut y aller et partager une bonne glace, grosse glace, c'est vraiment assez sympa, ça. Exactement, ils font des glaces. Alors, les glaces, c'est pas les leurs, mais après ils mettent un coulis de chocolat par-dessus, qui est absolument... Les brownies, tout ça. Et les brownies, très très bon. Et enfin, on va parler aussi des Fortune Cookies. Oui, qu'on trouve dans tous les restaurants chinois des États-Unis. Et en fait, ces Fortune Cookies qui font l'identité des restaurants chinois aux États-Unis, et puis maintenant presque un peu partout dans le monde. Nous on en trouve. Sauf en Chine, exactement. On habite dans le 13e. C'est né à San Francisco. Effectivement, et ça on le retrouvera, si vous voulez en savoir plus, lisez-le dans notre livre, le Dictionnaire solide des États-Unis, où on détaille bien toute l'histoire des Fortune Cookies. Mais là-bas, donc, vous pourrez les voir, et quand vous serez dans le quartier de Chinatown, justement, il y a des petites boutiques comme ça qui les fabriquent, et vous pouvez regarder effectivement les faire et en goûter. Oui, on peut voir la fabrication en temps réel, c'est super sympa, et après on achète son petit sachet de Fortune Cookies. Vraiment très sympa. C'est ça. Alors maintenant, reste la question de comment intégrer San Francisco dans son circuit. Oui, si on ne fait pas le voyage que pour San Francisco, mais si c'est un élément d'un circuit dans l'Ouest américain, effectivement, comment est-ce qu'on fait ? Alors déjà, la première chose, c'est d'utiliser San Francisco comme une possible ville d'arrivée ou ville de départ. Il y a des vols directs depuis Paris, soit sur Air France, soit sur French Bee.
Il faut compter 10 à 11 heures. Ouais, d'une dizaine d'heures de vol. Donc, du coup, c'est tout à fait envisageable d'en faire une ville de départ ou d'arrivée, ou si vous faites une boucle, une ville de départ et d'arrivée. Ça, c'est une façon simple d'intégrer San Francisco dans son circuit. Alors, généralement, effectivement, certains disent qu'ils veulent faire l'Ouest, mais en fait, quand ils disent l'Ouest, ils pensent à la Californie. Dans ce cas-là, souvent, effectivement, c'est un séjour de Los Angeles à San Francisco et ils font la côte, ou parfois ils peuvent faire une boucle en intégrant Yosemite ou la Sierra Nevada. Voilà, mais effectivement, pour intégrer San Francisco dans son circuit, une des routes possibles, c'est de faire la route côtière vers Los Angeles, et ensuite on est rattaché à Los Angeles, et le reste de votre circuit à partir de Los Angeles part vers le plateau du Colorado, vers Palm Springs, Phoenix, l'Arizona ou que sais-je. Donc ça, c'est une des premières routes possibles pour l'intégrer, c'est la route côtière entre San Francisco et Los Angeles. La deuxième route qui permet d'intégrer, on va dire, San Francisco à un circuit dans l'Ouest américain, route classique, c'est le San Francisco-Las Vegas, qu'on va classiquement faire en traversant le parc de Yosemite, en rejoignant le parc de Yosemite depuis San Francisco, en le traversant d'ouest en est, ensuite en descendant la Sierra Nevada jusqu'à l'entrée de la Death Valley et en traversant la Death Valley d'ouest en est, et on rejoint à ce moment-là Las Vegas. Attention à la saison aussi. Alors, voilà, c'est quelque chose qui se fait sur 3-4 jours. Il ne faut pas sous-estimer, ce n'est pas une petite route. Effectivement. Ouais. C'est une très belle route, il y a plein de choses sympas à faire, mais c'est une route d'été. Parce que la traversée du parc de Yosemite d'ouest en est n'est possible que quand le col du Tioga, qui ferme la porte est de Yosemite, est ouvert, et il n'est ouvert que quand il n'y a pas de neige. Donc à partir d'octobre, dès qu'il y a les premières neiges, il ferme, et il ne rouvre que quand les neiges ont fondu. Et ça, ça dépend. Donc ça peut être effectivement fin mai, juin, mais parfois c'est arrivé que ce soit récemment le 24 juillet, je crois. Oui, exactement. C'est pas prédictible. Donc c'est vrai que si c'est pas le cas, ça vous fait un sacré détour. Donc c'est quand même à intégrer, et notamment quand vous prévoyez des séjours en Californie au printemps, faites bien attention à cette donnée-là. Alors après, il y a la possibilité aussi de l'intégrer dans un séjour, dans un voyage de découverte de la Californie du Nord. Et vraiment, ça c'est très très beau, c'est assez peu connu et visité, mais nous on a adoré. La Californie du Nord est vraiment généralement, solide. c'est pas fait en première intention. C'est si votre premier voyage aux États-Unis, vous allez plutôt vouloir faire le plateau du Colorado et la Californie, et vous n'allez pas vous aventurer dans le Nord californien. Mais si vous avez déjà fait beaucoup de choses et que vous n'aviez pas fait San Francisco, vous vouliez refaire San Francisco, l'intégrer dans un séjour avec le nord de la Californie par la côte ou par l'intérieur des terres. Avec la scène volcanique. Ça fonctionne très bien. Et puis un petit Yellowstone. Continuer vers l'Oregon et l'État du Washington. Oui. Alors pour revenir aussi, si jamais vous voulez l'intégrer, vous n'avez pas assez de jours, que vous voulez faire à la fois le plateau du Colorado et la ville de San Francisco, parce que c'est comme ça qu'il faut le voir, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, parce que vous pouvez faire effectivement une boucle sur le plateau du Colorado, et à partir de Las Vegas, prendre un vol interne. Il y a Southwest notamment qui le propose pour des prix vraiment... Southwest, Alaska Airlines, JetBlue, il y a vraiment beaucoup de compagnies. Pour une soixantaine de dollars. Alors, c'est variable en fonction des dates, mais ça peut être 50, 60, 80, 100, en fonction des dates. Mais en tout cas, c'est généralement beaucoup, il y a beaucoup d'offres et c'est généralement pas trop cher. Oui, la liaison avec donc Las Vegas, San Francisco, elle est vraiment pratique. Et la dernière façon que vous pourriez utiliser San Francisco pour rejoindre d'autres parties de l'Ouest américain, c'est du coup de traverser à nouveau le parc de Yosemite, mais au lieu de descendre ensuite vers le sud et la Death Valley pour rejoindre Las Vegas, vous pourriez continuer vers l'est à travers le Nevada. Et ensuite, depuis le Nevada, vous pouvez remonter vers l'Idaho, vers Salt Lake City. Et en fait, toute cette région au nord de Las Vegas, du Nevada, nous, on l'a découverte lors d'un voyage il y a quelques années. Et on a beaucoup aimé. Alors, c'est vrai que c'est une région désertique, mais pas que. Il y a le parc de Big Basin, Big Basin National Park, qui est en altitude et dans lequel il y a des forêts. Et même un glacier. Un glacier tout en haut, etc. Donc, qui est très sympa. Mais dans la partie désertique, il y a aussi des sources chaudes, des sources tièdes. Il y a des endroits où on peut aller déterrer des fossiles. Enfin, il y a vraiment des trucs très sympas. Nous, on avait beaucoup aimé cette région. Alors vraiment, on est loin de tout. Il n'y a pas de touristes, mais on avait bien aimé ça. Et c'est notre porte d'entrée pour rejoindre l'Idaho qu'on aime aussi beaucoup, qui jouxte le Nevada au nord.
Alors Silver a dit pour finir, mais non. Moi, j'ai une autre proposition en fait. Donc moi, je trouve que San Francisco irait très bien. C'est un point d'entrée aussi pour après faire Hawaï. Parce qu'il y a des correspondances effectivement San Francisco et de nombreuses villes hawaïennes pour à peu près 400 € l'aller-retour. Et, à partir de... À partir, oui, non, mais il y a quand même. Il y en a, oui, non, mais je veux dire, on ne peut va pas trouver à toute date. Pas à toutes, mais si vous y prenez à l'avance, si vous regardez bien, il y a effectivement. Donc pourquoi pas faire une partie San Francisco et une partie de la région et après aller faire 2 semaines à Hawaï. Vraiment, ça c'est un bon combo. Je valide. Voilà, je pense qu'on a bien fait le tour du sujet sur San Francisco, Silver. N'hésitez pas à aller, si jamais vous allez à San Francisco, nous on propose des circuits de découverte pédestres de la ville, de tous les quartiers dont on vous a parlé. Et en plus, on vient juste de les retravailler parce de les mettre à jour. Je les ai mis à jour et retestés sur place. Donc franchement, profitez-en. Ils sont tout neufs et franchement, ils sont très sympas. Voilà. Si vous voulez aussi d'autres anecdotes sur San Francisco et autres, n'hésitez pas à les retrouver dans notre livre, le Dictionnaire insolite des États-Unis. Et voilà. Et nous vous souhaitons un bon séjour à San Francisco. À bientôt. Nous espérons que vous avez passé un excellent moment à l'écoute du podcast Voyager aux États-Unis. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à liker si vous avez aimé et bien sûr à vous abonner si vous voulez écouter nos prochains épisodes. Vous pouvez également poursuivre l'expérience sur notre blog voyagerosetats-unis.com ou nous contacter directement si vous souhaitez être accompagné dans la conception de votre prochain voyage aux USA. On vous dit à très bientôt pour encore plus de soleil et de voyage au prochain épisode de Voyager aux États-Unis, le podcast.